La stratégie de Jihad Hudna du régime iranien, connue en anglais sous le nom de Seizing and Firing. Khaled Abou Tahameh, ce n'est pas simplement un jeu de mots, mais le Moyen-Orient comprend la stratégie du cesser puis tirer du régime iranien comme un djihad. Expliquons ce qui se passe réellement, parce que l'Occident pense que nous sommes dans une sorte de cessez-le-feu de 2 semaines en vue d'un accord, alors que la réalité au Moyen-Orient en est très éloignée. Eh bien, tout d'abord, nous parlons de saisir et tirer. Je ne vois pas de cesser le feu. Je veux dire, ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, c'est quelque chose de temporaire. Et je pense que ce que l'administration Trump et l'Occident doivent comprendre, c'est qu'il s'agit d'un djihad. Le djihad ne s'arrête pas avec des cessez-le-feu, même temporaires, appelés Hudnas. Ce n'est qu'une autre phase, c'est une accalmie. Le régime iranien est toujours là, le Hezbollah est toujours là, le Hamas est toujours là. Et ce qui m'inquiète personnellement, c'est qu'aucune de ces guerres n'est vraiment gagnée. Il n'y a pas de victoire décisive. Et quand il n'y a pas de victoire décisive et qu'on n'écrase pas ces régimes ou ces entités, ces organisations, pour eux, c'est une victoire. Parce que pour eux, c'est la survie. La survie, c'est la victoire. Chaque survie est une victoire. Tu essaies de me détruire. Pendant 40 jours, tu n'arrives pas à détruire le régime iranien. Le régime iranien est toujours là, donc c'est une victoire. D'accord. Je veux dire, tu as infligé beaucoup de dégâts. Tu as tué beaucoup de gens, mais alors, c'est ça, la victoire. Et cela envoie un message à d'autres groupes, des groupes islamistes au Moyen-Orient et ailleurs, que ces superpuissances, Israël et l'Amérique, échouent. Et ce n'est pas un bon message envoyé à ces djihadistes. Ces djihadistes croient en la victoire divine. Ils considèrent leur soi-disant victoire comme une bénédiction d'Allah, comme un don, alors que ces infidèles, ces mécréants, les ennemis de l'islam essaient de nous détruire et nous sommes toujours là. C'est cela qui m'inquiète. D'accord, il y a un cessez-le-feu temporaire avec l'Iran, mais ces supplétifs continuent de se battre. Ne me dites pas que l'Iran n'a aucune influence sur le Hezbollah. L'Iran peut dire au Hezbollah d'arrêter, mais ils ne veulent pas le faire. Ils veulent que cela continue à feu doux. Parce qu'encore une fois, c'est un djihad. Et c'est le djihad jusqu'à la victoire ou le martyr. C'est leur slogan. Et c'est pourquoi nous ouvrons l'émission en parlant du djihad de Hudna du régime iranien. Pourquoi? Parce que Hudna, qui est un terme arabe, ce n'est pas un terme persan. Hudna est une trêve temporaire. C'est vraiment ça, c'est une accalmie, c'est une période de calme. Oui, c'est une période de calme, tu sais, pour que je puisse me réarmer, me regrouper, tu sais, et me préparer pour la prochaine vague de combat. C'est pour ça qu'on appelle ça une Hudna. Pour l'Occident, on a cette autre idée, n'est-ce pas? L'Occident pense qu'un cessez-le-feu a une certaine dynamique. Et l'espoir, c'est que la dynamique d'un cessez-le-feu mène à la paix et au silence des armes, n'est-ce pas? À la paix. Et finalement la paix. Et ce n'est pas vrai. Je veux dire, comment pouvez-vous parler de paix avec des régimes qui ne croient même pas à votre droit d'exister? Comment pouvez-vous parler de paix avec des régimes qui vous traitent de petits satans et de grands satans? Comment pouvez-vous parler de paix quand vous avez des organisations qui ne reconnaissent pas le droit d'Israël à exister, qui ne font pas de distinction entre les États-Unis et Israël? Pour eux, il s'agit d'un seul ennemi, d'un ennemi commun. Et de la même manière qu'Israël est une cible légitime, les alliés d'Israël le sont aussi. Alors arrêtez de parler de paix, arrêtez de parler de stabilité et continuez à vous préparer pour la prochaine vague de combat. Ces djihadistes ne cèdent pas facilement. C'est vrai. Et, vous savez, c'est de cela qu'il s'agit dans le djihad entre les Arabes et les Iraniens au sein du monde arabe. Je veux dire, cette région, depuis la fin de l'Empire ottoman au début du siècle dernier, est le théâtre de combat entre tribus et clans. Donc, on ne peut pas considérer le conflit autour d'Israël et des États-Unis comme le seul conflit majeur. Même si le régime iranien disait déjà en 1979 le grand Satan, l'Amérique, le petit Satan, Israël, les puissances arrogantes. Et rappelons-nous ceci,
Le régime actuel à Téhéran est bien plus extrême idéologiquement que Khomeini lui-même, parce qu'ils appartiennent à ce qu'on appelle l'organisation Hojatiya, qui a été influencée par l'ayatollah ou Imam Mesbah Yazdi, et il était un duodécimain et un partisan de provoquer la réapparition du Messie chiite, ce qui nécessite un événement apocalyptique de Gog et Magog pour déclencher cette figure messianique. Et cela va bien au-delà de là où Khomeini lui-même, qui se considérait comme le jurisconsulte, le gardien du Mahdi, du Messie, et ce régime qui suit les traces de Mahmoud Ahmadinejad, qui a été éliminé par des frappes israélo-américaines il y a environ 2 semaines et demie, 3 semaines. Il était président en 2005 et il est allé aux États-Unis et n'a cessé de parler, même à l'ONU, de provoquer la réapparition du Mahdi, du Messie chiite. Et personne à l'Assemblée générale ne comprenait de quoi il parlait, mais c'est de l'Armageddon dont il parlait. Et les Juifs sont les premiers sur la liste de l'Armageddon. Tout d'abord, je veux dire, je pense que le rapport sur sa mort n'est pas confirmé. Donc c'est étrange à voir. Vous êtes Mouchaba? Non, Ahmadinejad. Ahmadinejad. Ah, ce n'est pas confirmé. Je pense avoir vu des rumeurs contradictoires, mais aussi des rapports à ce sujet. Mais ce n'est pas le problème. Le problème ici, c'est que nous avons un régime qui existe depuis 47 ans et l'un de ses principaux objectifs est d'exporter la révolution islamique. L'exporter où? À qui? L'exporter vers les pays voisins, l'exporter vers les pays arabes et islamiques, et finalement vers les pays jugés inférieurs, l'Occident, les États-Unis, et il ne s'en cache pas. Et c'est pourquoi nous voyons que ces 30 ou 40 dernières années, ce régime a intensifié ses efforts par l'intermédiaire de ses relais pour infiltrer le monde arabe. Et ils ont réussi à bien des égards, je veux dire le Liban, Gaza, la Syrie, l'Irak, le Yémen. Nous ne prêtons pas assez attention à ces tentatives. On parle sans cesse des relais de l'Iran, mais ils sont très dangereux. Avec un véritable État, avec un objectif très clair d'exporter la révolution islamique, leur version de l'islam, vers le monde arabe et musulman. Et je veux dire, vous savez, le fait que le régime iranien ait survécu à cette vague de combat devrait inquiéter beaucoup de gens, comme je l'ai mentionné plus tôt, en particulier les Arabes et les musulmans. Ce que j'entends, vous savez, des réactions du monde arabe et du monde islamique, les gens disent « Waouh, ce régime est très fort ». L'Amérique et Israël, malgré tous les bombardements et malgré tous les assassinats, le régime est toujours là. Et si vous ne déracinez pas ce régime, et cela va prendre beaucoup de temps, alors il continuera simplement à se répandre à travers ses relais dans d'autres parties du monde. N'oublions pas, le Hamas et le Hezbollah sont toujours là, et les Houthis aussi d'ailleurs. Et pendant que nous parlons, le Hamas se réarme, se regroupe, nous continuons d'en parler. Presque chaque semaine, nous avons vu les capacités du Hezbollah. Et vous savez, jusqu'à présent, il continue de tirer sur Israël. Et c'est quelque chose que l'Occident doit comprendre. Il s'agit d'une confrontation à long terme. C'est sur le long terme. Le traitement de ces groupes, vous ne pouvez pas éliminer ces groupes ou les détruire en 40 jours en si peu de temps. Il faut être patient. Écoutez, apprenez de vos rivaux. Apprenez des islamistes lorsqu'ils disent toujours que Dieu est du côté de ceux qui sont patients. Et c'est très important. Donc, nous devons être plus patients. Maintenant, où va-t-on à partir de là? Je ne pense pas que quelqu'un le sache vraiment. Mais quand je vois les célébrations en Iran, les célébrations de la victoire, et quand je vois d'autres islamistes, vous savez, faire l'éloge du régime iranien et dire que c'est une victoire, je suis très inquiet. Au fait, vous savez qui est dans les rues de Téhéran. Ce n'était pas le public qui a été massacré en janvier 2026. C'est le régime qui a fait sortir ses partisans avec les drapeaux du régime. Bien sûr, il n'y a aucun doute sur la guerre. C'était de la guerre psychologique. Mais vous savez, vous le comprenez. Je le comprends. Mais le citoyen ordinaire du Liban, de la Syrie,
ou d'autres pays arabes ne le comprend pas. Pour lui, vous savez, voici des gens qui descendent dans la rue pour soutenir le régime iranien, pour célébrer la victoire. Et d'accord, le régime iranien les fait sortir, mais ça n'a pas d'importance. Au final, ce qui compte, c'est l'image, ce que les gens voient, c'est la perception. Et la perception, c'est que, vous savez, l'Amérique et Israël ont échoué là-dedans. Et le régime iranien a survécu et est victorieux. Et c'est ça qui m'inquiète. Le fait que ces gens célèbrent la victoire devrait tirer la sonnette d'alarme, devrait faire retentir des signaux d'alarme à Washington et dans d'autres capitales occidentales, bien sûr aussi en Israël. Absolument, Yaled. Et vous savez, ce que les gens ne comprennent pas non plus, c'est que cesser le feu fait tout autant partie du djihad que de tirer réellement. Parce que cela leur donne l'occasion, premièrement, d'annoncer la victoire et deuxièmement, d'afficher une forme d'excellence ou de supériorité cognitive sur le monde arabe, alors même qu'ils continuent de tirer sur les pays arabes, les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis. Ils continuent de tirer. Et le monde arabe, je pense que pour la première fois depuis de nombreuses décennies, dit publiquement au président des États-Unis, et selon les sources que nous avons au Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, débarrassez-vous de ce régime iranien à tout prix. Vous ne pouvez pas les laisser en place, car sinon le Moyen-Orient continuera d'être instable. Il continuera d'être miné par le terrorisme du régime iranien. C'est un régime apocalyptique. Et on ne peut plus les laisser agir à leur guise, car le Moyen-Orient n'entrera jamais dans une période ou une ère de stabilité, de sécurité et de prospérité s'ils restent en place. Dan, tu n'as pas besoin d'être un expert du Moyen-Orient ou de l'islam radical pour comprendre que les cessez-le-feu sont toujours utilisés comme prétexte ou comme occasion de se réarmer, de se regrouper et de préparer la prochaine attaque. Combien de cessez-le-feu avons-nous eu avec le Hamas au cours des 20 dernières années? Combien de trêves avons-nous eu avec le Hamas? Désolé de t'interrompre, Khaled. Tu viens de me rappeler quelque chose. Environ 2 à 3 semaines après, 2 à 3 semaines après l'invasion, les meurtres de masse, les viols, les tortures et les enlèvements de centaines et de centaines d'Israéliens et d'autres ressortissants étrangers dans le sud d'Israël, le Hamas a proposé un cessez-le-feu en échange des otages. Absolument. C'est ce que je dis. Pour le Hamas, pour le Hezbollah, pour l'Iran, les cessez-le-feu offrent un soupir de soulagement. C'est comme une pause pour se reposer. Reposons-nous. Cela leur permet de respirer à nouveau. Cela leur permet de se regrouper, se réarmer et se préparer pour la prochaine série de combats. C'est ce que les Américains ne comprennent pas. Je veux dire, il faut regarder l'histoire et voir comment les cessez-le-feu ont toujours mené à des catastrophes et ont apporté plus de confrontations et plus d'instabilité. Tous les cessez-le-feu que nous avons eus avec le Hamas ont finalement mené au 7 octobre parce que le Hamas a vu les cessez-le-feu comme une opportunité de se réarmer et de planifier la prochaine attaque. Et aussi une faiblesse d'Israël. Les cessez-le-feu sont vus comme « tu n'as pas réussi à me détruire ». Nous venons juste d'avoir une nouvelle série de combats. Alors faisons une pause. C'est une pause. Et c'est quelque chose de très inquiétant. Et quand je regarde le cessez-le-feu actuel avec l'Iran, cela me rappelle les précédents cessez-le-feu avec le Hamas et le Hezbollah. Regardez où nous en sommes. Le Hamas et le Hezbollah sont toujours présents et conservent leur capacité militaire, même s'ils ne sont peut-être plus aussi forts qu'avant. Le fait que le Hamas ait encore du pouvoir à Gaza plus de 2 ans et demi après le 7 octobre est en soi très problématique d'ailleurs. Où est le Conseil de la paix? Où est le Conseil de la paix de Trump? Qu'a-t-il accompli? Eh bien, c'est un point intéressant que vous soulevez parce que le Conseil de la paix du président Trump a déjà publié cette semaine un ultimatum pour que le Hamas dépose les armes. Celui-ci a répondu clairement « Nous ne le ferons pas ». Voilà le problème. Vous n'écoutez pas le Hamas, qui l'affirme depuis le début. Je leur reconnais au moins leur honnêteté. Depuis le premier jour, ils disent « Nous ne déposerons pas les armes ». Point final. Cette semaine, nous avons reçu un autre rappel d'Abu al-Baïda, le nouveau Abu al-Baïda, le porte-parole de la branche militaire du Hamas. Et il a dit « Oubliez ça, nous ne déposerons pas les armes, ça n'arrivera pas ».
Ceci n'est qu'un autre complot israélo-américain et des choses comme ça. Alors pourquoi n'écoutons-nous pas ce que ces gens disent? Et que fais-tu? Je veux dire, ils vous ignorent carrément, ils vous manquent de respect. Ils sont aussi insolents que jamais. Ils vous disent en face, oubliez ça, ça n'arrivera pas. Et pourquoi continuez-vous à parler d'un conseil de paix, d'un gouvernement technocratique et d'un comité? Je ne sais pas. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas négocier avec ces gens parce que pour eux, déposer ou être privés de leurs armes signifie qu'ils n'ont plus le droit d'exister. Ils cesseront d'exister. C'est comme demander à un parti politique de cesser d'exister. Ils ne peuvent pas faire ça ni abandonner le djihad. Ils ne peuvent abandonner leur idéologie. Sans les armes, ils n'ont aucun pouvoir. Et c'est comme ça que nous devrions le voir. Khaled, comment expliquer que les États du Golfe dirigés par l'Arabie saoudite n'ont pas directement affronté militairement le régime iranien? Je dirais deux choses, Dan. D'abord, ils craignent les réactions négatives de leur population. La dernière chose dont ils ont besoin, c'est d'être perçus comme faisant partie d'une soi-disant agression israélo-américaine contre un pays islamique. Et vous savez, ils savent que les gens dans les États du Golfe, à travers le monde arabe et musulman, sont radicaux. Et si l'Amérique et Israël vous attaquent, la sympathie de ces gens va à la victime. C'est la première chose. Deuxièmement, je dirais que ces pays voient qu'Israël et l'Amérique ne gagnent pas. Ils constatent qu'Israël ne gagne ni contre le Hamas ni contre le Hezbollah. Et ils ne sont pas sûrs de Trump et des intentions de Trump. D'accord. Vous avez commencé une guerre, mais vous avez abouti à un cessez-le-feu et le régime est toujours là. Alors, ils veulent jouer la sécurité. Le cheval gagnant, c'est le cheval gagnant pour vous, exactement. Et ces pays veulent s'aligner sur le camp des plus forts. Ils veulent vous voir gagner. Ils veulent voir une victoire décisive. Mais s'ils voient que vous êtes réticents, ils seront également réticents et hésitants à vous rejoindre ou à vous soutenir publiquement. Et je dirais, troisièmement, que ces pays du Golfe pensent au lendemain. Ils constatent que le lendemain, le régime, le Hamas et le Hezbollah sont toujours là. Les Houthis sont toujours là. Alors ils disent, vous savez, pourquoi devrions-nous nous engager dans cette aventure? Mieux vaut jouer la prudence. Et c'est pourquoi je continue de dire que si vous commencez une guerre, vous devez la terminer de manière digne, d'une façon qui donne l'impression que vous avez détruit votre ennemi, que vous avez atteint vos objectifs. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, les gens seront réticents à vous soutenir. Il est clair qu'en termes de victoire, je veux dire, Trump, jusqu'à présent, est vraiment resté fidèle à sa parole et a mené une guerre extraordinaire et sans précédent contre le régime iranien. Les Américains et les Israéliens se sont engagés dans des assassinats ciblés de membres de régime, des hauts responsables proches d'Ali Khamenei, de nombreux membres de la structure de commandement supérieur et intermédiaire des gardiens de la révolution islamique iranienne. Ils ont détruit 150 navires de la marine, pratiquement toute la flotte. Ils ont neutralisé l'armée de l'air. Ils ont détruit au moins 50% des missiles, au moins 50 à 60% des lanceurs. Ils ont clairement affaibli et considérablement dégradé le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Mais cela signifie tout de même qu'il reste 30 à 40% des missiles. Cela fait beaucoup de missiles. Cela représente des centaines et des centaines de missiles, de lanceurs et de drones tueurs. Et il y a beaucoup de mines, ce qui signifie que le président a déclaré que nos objectifs allaient paralyser les groupes supplétifs. Nous allons couper le flux de soutien financier aux groupes supplétifs. Nous allons complètement démanteler le programme nucléaire. Les installations de production qui créent, qui soutiennent le programme nucléaire futur, la construction de missiles balistiques. Au bout du compte, ils peuvent toujours tirer, lancer des missiles et des drones soutenus par leurs groupes mandataires. Les Houthis et le Hezbollah sont encore présents et semblent forts actuellement. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pourquoi je sens que nous ne sommes pas du tout à la fin de cette guerre. Je ne sous-estime pas non plus les succès militaires des États-Unis et d'Israël pendant la guerre de 40 jours. D'accord, vous avez détruit la marine. Vous avez détruit beaucoup d'installations de production de missiles.
pétrochimie. Ah oui, Oui, vous avez assassiné beaucoup de leurs scientifiques et de leurs dirigeants. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas détruit l'état d'esprit djihadiste, l'idéologie djihadiste, et cela prend du temps. Et détruire la marine, détruire ces installations militaires ou nucléaires et leur causer des dégâts, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Si vous voulez détruire ou éliminer ce régime islamiste, cela prendra du temps. Et c'est ce que je dis. Et si vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas vraiment accompli grand-chose. Le régime doit être déraciné. Cette idéologie doit être déracinée. Cette idéologie radicale du djihad, cette croyance au sein du régime iranien et parmi de nombreux islamistes que l'Occident peut être détruit par le djihad, qu'Israël peut être éliminé, elle est toujours là. Et c'est cela qu'il faut combattre. Et c'est ce que l'Occident doit comprendre. Si vous voulez lutter contre cette idéologie djihadiste radicale, il faut être patient. Sans patience, vous n'accomplirez rien. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils se regroupent et se réarment. Je veux dire, d'accord, ils ont toujours leurs missiles, comme vous l'avez mentionné, ce qui est très inquiétant, et nous ne savons pas ce qu'il en est des capacités nucléaires, de ce qui se passe avec l'enrichissement de l'uranium et tout ça. Attendons de voir. Mais tant que ces djihadistes tiennent encore debout, nous avons un problème. Nous sommes en difficulté. Eh bien, cela signifie un changement de régime. Je veux dire, il n'y a pas d'autre option. Changement de régime à Gaza. Il faut se débarrasser du Hezbollah au Liban et changer le régime en Iran. Un changement de régime qui inclut la destruction de cette idéologie, lutter contre l'idéologie est aussi très important. vous savez, c'est l'argument en Occident, c'est qu'on peut détruire une armée, mais comment détruire une idéologie? Et la réponse, c'est que l'idéologie a vraiment besoin d'un territoire pour pouvoir se mettre en pratique. Nous l'avons vu avec Al-Qaïda, nous l'avons vu avec Daesh. Et l'idéologie a aussi besoin d'armes et d'une armée, d'une force militaire. Si vous détruisez leurs armes, si vous affaiblissez le régime et si vous affaiblissez l'armée, l'idéologie sera également sapée. Et c'est très important. Je veux dire, le régime s'appuie sur son armée, sur ses soldats, sur le corps des gardiens de la révolution iranienne, et c'est très important. C'est pareil pour le Hamas d'ailleurs. Tant qu'ils ont des centaines ou des milliers de combattants, l'idéologie est toujours là. Le régime est toujours là. Donc, il faut les attaquer militairement pour pouvoir les affaiblir ensuite idéologiquement. C'est très important. Et la question est, à quel point est-il raisonnable, il faut se le demander, de faire cela? Je pense que cela demande simplement de la patience, de la détermination, et vous savez, il faut vraiment prendre son mal en patience sur la durée. Parce qu'il faut être honnête, le régime iranien, non seulement les mollahs, mais aussi les gardiens de la révolution qui sont les enfants de la révolution, ils disent, vous savez quoi? Trump n'est là que pour encore quelques années. Nous allons attendre, tout comme nous l'avons fait en 2015 avec le JCPOA et Obama. Nous allons patienter et ensuite nous reconstruirons. Nous sommes donc maintenant au milieu d'une bataille pour remodeler le Moyen-Orient. Et la question est, qui va remodeler le Moyen-Orient? Est-ce que ce seront les États-Unis et leurs alliés, ou allons-nous permettre à ces djihadistes, au régime iranien et à ses supplétifs de remodeler le Moyen-Orient? Nous sommes donc à un tournant, et c'est une opportunité ici. Je vois une opportunité. Si vous poursuivez et que vous augmentez la pression sur ces groupes et que vous continuez les opérations militaires contre eux, alors il y a de grandes chances que nous voyions émerger un nouveau Moyen-Orient. Sinon, oubliez ça. Si vous permettez à ces gens de continuer, vous savez, de survivre ou de continuer à gouverner, nous aurons des problèmes parce que cela signifie qu'ils vont remodeler le nouveau Moyen-Orient. Et un dernier point, vous avez 100% raison. Ils disent, d'accord, Trump est là pour encore 2 ans et demi, 3 ans, nous allons attendre. Vous savez, cesser le feu. Il peut parler de paix. Peu importe, nous attendrons. Trump partira, une autre administration arrivera, nous sommes là, et c'est pourquoi nous devons ouvrir les yeux. Ce qui se passe en ce moment devrait servir d'alerte pour tout le monde. Il y a ici une opportunité pour les acteurs de bonne volonté au Moyen-Orient de remodeler le Moyen-Orient,
Sinon, les djihadistes vont remodeler le Moyen-Orient et alors ce sera une autre confrontation, plus d'instabilité. Je pense que tu l'as dit parfaitement, et je pense qu'on va s'arrêter là. Khaled Abou Taharmeh, mon cher ami et collègue depuis tant d'années, il y a de quoi réfléchir alors que nous sommes dans ce cessez-le-feu ou ce va-et-vient de tir. C'est un plaisir de t'avoir ici et d'avoir cette excellente conversation comme toujours. J'ai hâte de continuer. Merci. Merci, Chad.